La récente sortie du film de Kane Parsons est l'occasion de revenir sur ce phénomène étrange que sont les backrooms. Couloirs jaunis, infinis et dépouillés, les backrooms semblent avoir fasciné Internet aussi intensément qu'éphémèrement. Espaces liminaux par excellence, ces backrooms, avant de se transformer en mèmes, avaient profondément interpellé les premiers internautes à y être confrontés. Mais qu'est-ce qui fait leur spécificité ? Pourquoi sommes-nous emplis d'un sentiment de malaise face à ces espaces vides ? Pourquoi, en dépit de toute logique, semble-t-il hantés ? Et surtout, hantés par quoi ? Le film Backrooms, réalisé par Kane Parsons et sorti en 2026, est une adaptation en format long du concept initial, d'abord développé en court-métrage, puis en mini-série, publié sur la chaîne YouTube de Kane Parsons. Kane Parsons reprenait déjà le concept préexistant des backrooms, qui s'était rapidement répandu à partir d'un post sur 4chan datant de 2019. Tout a commencé avec cette photo et ce texte. Une creepypasta un peu particulière, puisqu'ici, pas de monstres, de fantômes ou d'humanoïdes déformés. Ce qui nous était promis, c'était de tomber, si nous ne faisions pas attention, dans les limbes de la réalité. Un endroit où il n'y a rien, si ce n'est de la moquette moisie, la folie du jaune monochrome et des millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées aléatoirement. Très vite, cette photo a été associée à une esthétique en pleine expansion, et elle en est rapidement devenue la quintessence. Cette esthétique, c'est celle des espaces liminaux. Il s'agit d'espaces à la fois familiers et étranges, qui donnent une impression bizarre, un sentiment de déjà-vu. Quelque chose ne va pas dans ces espaces. Immédiatement, on est frappé par l'intuition que quelque chose d'invisible existe dans ces images. On dirait qu'elles sont hantées. Mais pas vraiment à la manière d'un vieux château, d'un hôpital ou d'une prison. Ces espaces hantés-là ont en commun non seulement d'être spectaculaires, mais aussi d'avoir été habités. Même s'il n'y a plus personne, on voit qu'un jour ces espaces ont été investis. Mais surtout, ces lieux-là ont souffert des affres du temps. On voit les matériaux qui se dégradent, le mobilier cassé et abandonné, les charpentes pourries. Des spectres semblent s'y déplacer, des anciens patients ou prisonniers. Ces lieux-là sont hantés par des fantômes, autrement dit, des présences. Alors que les espaces liminaux sont hantés par une forme d'absence. Personne n'a habité dans ces lieux. Certains sont des lieux de passage, comme des salles d'attente, des couloirs, des centres commerciaux ou des métros. Marc Auger, un anthropologue, les appelait des non-lieux, des espaces interchangeables où les humains ne font que passer, ne se rencontrent pas vraiment et ne vivent pas vraiment. Comme une station-service perdue dans le vide intersidéral où les gens vont et viennent, une zone de transit hantée par des personnes de toutes les époques, mais qui ne s'y arrêtent jamais. La notion de transit est importante pour comprendre pourquoi ces non-lieux ont pris le nom d'espace liminal. Le terme espace liminal est aussi issu de l'anthropologie, pour décrire lors des rites de passage ces espaces ou moments où quelqu'un est entre deux états. Il a quitté le premier, mais n'a pas encore atteint le second. Il est en quelque sorte dans les limbes de l'identité. Il n'est ni vivant ni mort, ni enfant ni adulte, ni ici, ni là-bas. La transposition de cette notion identitaire à l'espace est tout naturelle parce que, aux espaces aussi, on assigne une fonction. Une maison, c'est fait pour habiter, un aéroport pour prendre un avion, une plaine de jeux pour emmener les enfants jouer. Ce qui est étrange, c'est lorsque cette fonction n'est pas accomplie. C'est comme ça que certains espaces, même s'ils ne sont pas des espaces de transit, deviennent des espaces liminaux. Parce que ce pourquoi ils ont été créés leur a été retiré. Un centre commercial vide, aux lumières éteintes, des salles de jeux sans enfants, un open space sans bureau ni employés. Et ce qui manque à ces espaces se fait cruellement ressentir. Mark Fisher, un philosophe du XXIe siècle, malheureusement décédé juste avant l'émergence de l'esthétique des espaces liminaux, a beaucoup travaillé la notion d'étrangeté. Il s'est notamment interrogé sur la différence entre ce qu'il appelait le bizarre et l'omineux. Le bizarre, c'est l'irruption d'une présence incongrue qui semble venir d'ailleurs, typiquement un monstre ou des créatures Lovecraftiennes. L'omineux, plus délicat à saisir, c'est la présence de l'absence, c'est-à-dire un sentiment que quelque chose devrait se trouver là où il n'y a rien. Ou plus exactement encore, que là où il n'y a rien, il y a en fait quelque chose.
Vous me suivez ? L'absence se fait ressentir, donc elle existe, donc elle est présente. C'est un paradoxe qui ne s'exprime pas mieux, en fait, qu'avec les espaces liminaux. Puisque justement, dans les espaces liminaux, ce qui manque, c'est une présence. Un signe non seulement de présence humaine, mais aussi de passage du temps. Un signe de matérialité qui inscrirait ces espaces sur une ligne du temps. Depuis quand sont-ils là ? Depuis quand sont-ils vides ? Ont-ils jamais été traversés par les hommes ? C'est impossible à dire tant les repères manquent. On dirait presque que ces espaces ont été prévus et construits pour être fréquentés, mais qu'ils ne l'ont jamais été, et qu'ils sont bloqués dans cet espace-temps figé de peut-être, un jour. Ils évoquent presque ces futurs perdus dont parle aussi Mark Fisher, ces promesses de futurs abondants, fastes et utopiques. Ils transpirent à la fois l'ancien, puisqu'ils ont un aspect vaguement daté, avec ses couleurs délavées, ses parois et moquettes défraîchies, mais ils transpirent aussi un futur qui n'est jamais advenu. Dans l'épisode présentation de la série Backrooms, une suite de capsules promotionnelles pour cet endroit témoignait d'un projet faramineux d'aménagement et de stockage dans ces espaces immenses en apparence infinie. Le rêve d'un monde sans limite, d'une croissance exponentielle et infinie qui deviendra cauchemar. Ils incarnent tout à la fois l'optimisme des années qui les ont vus naître, en même temps que la mélancolie des futurs que nous n'aurons pas. Parce que si ces futurs perdus ou avortés nous interpellent, c'est bien qu'ils sont le témoin de ce qui manque à notre réalité, un futur différent du présent. Si on vous demande d'imaginer à quoi ressemble de la musique futuriste, sans doute penserez-vous à Kraftwerk, à Giorgio Moroder, ou plus largement à de la musique électronique et à des sons de synthé. Et si on vous demande d'imaginer visuellement un monde futuriste, il est fort probable que les images qui vous viennent soient celles de Blade Runner, du cyberpunk à la William Gibson, peut-être un peu de Star Trek ou de Star Wars. Quoi qu'il en soit, ces imaginaires musicaux et visuels commencent tous à dater. Précisément, ils datent d'une époque où le futur était encore enviable, désirable et imaginable. Parce que les autres images qui risquent de vous parvenir sont sans doute celles d'un monde dystopique, voire post-apocalyptique. On dirait presque qu'en se tournant vers le futur, les deux choix qui semblent désormais s'offrir à nous sont soit un monde dévasté, soit un monde fait d'immenses buildings placardés de publicité. Les alternatives se font rares, et les genres comme le solarpunk ont bien du mal à se développer en autre chose qu'en dessin DeviantArt auquel personne ne croit. Mark Fisher a reformulé ainsi le constat de Fredric Jameson. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. L'idée, non seulement qu'il n'y ait pas d'alternative au capitalisme, mais qu'il soit même impossible d'en imaginer une, cette résignation, c'est ce que Mark Fisher appelait le réalisme capitaliste. Et il est vrai que le post-apocalyptique a pris une place massive dans la science-fiction contemporaine. On imagine bien plus facilement un monde détruit par une grande catastrophe qu'un monde transcendé par cette même catastrophe et qui serait sorti du capitalisme sans s'effondrer. La crise du Covid a en cela été symptomatique. Les espaces publics devenaient des espaces liminaux, dépouillés de vie, pleins d'une absence anormale, et les open space désertés n'étaient pas sans rappeler certaines backrooms. Et tandis que nous attendions que les choses passent, nous imaginions tous revenir au temps d'avant, au monde pré-Covid. Ou si on imaginait un monde post-Covid, il n'était en fait pas si différent de l'ancien. Il suffisait d'attendre et les choses reviendraient à la normale. La normale étant ce monde néolibéral, pas si pire pour l'Occident, mais bien loin des promesses formulées lors de sa victoire sur le communisme. Le système dans lequel nous nous retrouvons est à ce point débordé par les crises du présent qu'il n'est plus en mesure de se concevoir un avenir. Concrètement, il n'en a pas. Nous vivons dans les vestiges de son utopie. Ce qui semble caractériser ce système, outre son impossibilité à envisager l'avenir, c'est son rapport au présent. Dès les années 80, Jameson observait déjà un glissement dans le rapport au temps de l'époque postmoderne. Le présent était non seulement en train de se contracter, mais surtout de devenir primordial sur le passé et le futur. Le présent ne fait plus le lien entre le passé et le futur, il ne se lit plus comme un moment historique précis, mais il se décroche de la temporalité pour devenir omniprésent. Constamment renouvelé en une suite de moments intenses et spectaculaires, comme un film d'action où la progression narrative n'existe que pour faire vivre un enchaînement de scènes explosives.
Une information sensationnelle nous est balancée au visage, puis elle est immédiatement oubliée et évincée par une autre, plus sensationnelle encore. Le présent qui ne s'inscrit plus dans un rapport au passé et au futur ne peut que trébucher constamment sur lui-même. Il est incapable de se souvenir de ce qui vient d'arriver et incapable de savoir ce qui arrivera l'instant d'après. Mark Fisher fait le lien entre cette spécificité de notre époque et l'amnésie antérograde, ce trouble de la mémoire qui rend le patient incapable de forger de nouveaux souvenirs, comme le personnage de Guy Pearce dans Memento. L'amnésie antérograde théoriquement pure n'est-elle en fait pas la condition postmoderne par excellence ? Le présent, fracturé, désolé, s'efface lui-même en permanence, laissant peu de traces. Votre attention est attirée par les choses pour un moment, mais vous ne vous en souvenez pas longtemps. Pourtant, les vieux souvenirs demeurent intacts, constamment commémorés. Cette impression de présent fracturé se retrouve bien dans les backrooms, avec ce dédale infini de couloirs et de pièces qui se ressemblent sans être identiques. On a le sentiment d'avoir déjà traversé ces espaces, mais on peine à se souvenir de la pièce que l'on vient de quitter. Le présent est éternel, et dans les backrooms, le temps s'illustre dans cet espace infini de quasi-même. Il n'est pas très surprenant que cette notion ait fasciné un créateur comme Ken Parsons, qui avait 16 ans au moment de réaliser son court-métrage The Backroom. Il est issu d'une génération née dans un monde numérisé, où les effets décrits par Jameson n'ont fait que s'accentuer. L'accessibilité du monde virtuel par les smartphones importe le cyberespace dans la sphère publique, là où, auparavant, il fallait aller sur un ordinateur pour y avoir accès. Cette omniprésence du virtuel devient une véritable tentation à chaque instant d'ennui. No one is bored, everything is boring. Well, no one is bored because we're all inundated by microstimuli, and seamless microstimuli. So the point at a bus stop where you previously would have been bored, now what's the first thing we do? We reach for our phones in order to cover over the kind of terror of boredom. Nous fuyons l'ennui dès qu'il se présente. Et cette crainte de l'expérience de l'ennui explique aussi pourquoi les espaces liminaux sont si terrifiants. Ils incarnent ce vide, cet ennui que l'on ne peut plus fuir, un endroit où l'on est forcé de se retrouver seul avec soi-même. L'expérience du silence imposé, l'absence de distraction est quelque chose d'étranger aux plus jeunes générations. Nous avons grandi avec le bruit, avec des stimuli toujours plus nombreux et avec un portail vers le cyberespace entre les mains à chaque instant. Cette omniprésence du cyberespace dans le quotidien brouille les frontières entre réel et virtuel. Le virtuel dégouline sur la réalité, la dévore presque et essaye de la reproduire. C'est un petit peu ce qui arrive aux personnes qui tombent dans les backrooms. Ils sont happés malgré eux et se retrouvent piégés hors de la réalité. Le post initial utilisait le terme « no-clip » pour décrire la façon dont on risquait de se retrouver dans les backrooms. Et le mot « no-clip » provient du jeu vidéo pour désigner le fait de passer à travers les textures du décor. On y voit donc tous les mécanismes qui sont à l'œuvre pour nous faire croire à la réalité du jeu. Les backrooms seraient donc en quelque sorte l'envers du décor de notre réalité. La matérialisation de cet en-dehors qui régit pourtant la réalité, mais qu'on ne peut apercevoir au quotidien. Accéder à cet en-dehors, conscientiser son impact sur le réel, c'est ce qui provoque le sentiment omineux que décrivait Mark Fisher. Cette impression qu'il y a quelque chose là où il est censé ne rien y avoir. À l'ère numérique, le virtuel influe constamment sur le réel, alors que, par définition, il n'est pas présent physiquement. Le virtuel et son rythme s'imposent au réel et nous plongent dans un ici et maintenant perpétuel, puisque dans le monde numérique, le temps et l'espace n'existent pas. Si le présent est quasi absolu, le passé et le futur n'ont pas disparu pour autant. Ils hantent le présent. Le personnage de Clark est hanté par ses vieux souvenirs et sa vie perdue. Il ressasse en boucle ce passé et est incapable d'aller de l'avant et de se projeter, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs. Un peu comme le patient atteint d'amnésie antérograde. I am a fucking architect! God damn it, I'm just stuck selling shit furniture because someone won't get off their fat fucking ass and help me! I am a fucking architect. I'm just stuck selling shit furniture because someone won't get off her fat fucking ass and help me!
Puisque nous sommes incapables de produire de nouveaux souvenirs, de nouvelles esthétiques, de nouvelles formes culturelles, nous retournons à celles qui nous sont connues. Nous plongeons dans d'anciennes formes, nous chérissons leur caractère rassurant et nous tentons de les faire revivre. Mais ces formes sont dénaturées, travesties, arrachées à leur contexte et nous tentons de les réanimer ici alors qu'elles n'ont rien à faire là. Ces formes, autrefois pleines de fond, ne sont plus que des coquilles vides. On en voit le signe dans de nombreuses œuvres audiovisuelles, dans la reformation de groupes qui n'ont plus rien à chanter, dans la copie de la copie du style Ghibli, pastiché par l'intelligence artificielle. Et parce que le passé est constamment réinvoqué, entretenu, maintenu comme un mort-vivant, il nous est en fait impossible de d'abord l'oublier avant de nous en souvenir. Nous entretenons les formes encore et encore, nous pensons nous souvenir, mais plus nous nous souvenons, plus nous oublions. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does. I'm pretty sure that's how you get all of this. You know, all these places and rooms and buildings misremembering themselves. Mais le présent n'est pas hanté que par le passé. Il l'est aussi par ses futurs perdus. Parce que nous n'en avons pas tout à fait fait le deuil. La résignation n'est pas totale, une partie de nous, peut-être instinctive, s'obstine. Et la mélancolie que suscitent ces futurs perdus les fait exister en un sens. C'est l'absence de ces futurs qui nous hante et qui se manifeste dans certaines créations artistiques, notamment dans la musique anthologique. Si vous êtes familier des vidéos espaces liminaux, vous connaissez sans doute sans connaître la musique anthologique, puisqu'elles sont très souvent utilisées pour illustrer musicalement ces compilations d'ambiance, notamment les musiques de Leland Kirby, dit The Caretaker, que Mark Fisher connaissait bien et à qui il dédiera un album à sa mort en 2017. Dans la musique anthologique, il est implicitement admis que les espoirs suscités par la musique électronique d'après-guerre ou par la dance music euphorique des années 1990 se sont évaporés. Non seulement le futur n'est pas là, mais il ne semble désormais plus possible. Pourtant, en parallèle, la musique représente le refus de renoncer au désir du futur. Ce refus donne à la mélancolie une dimension politique parce qu'il équivaut à un échec à s'accommoder des horizons clos du réalisme capitaliste. Parsons choisit de faire dérouler son film en 1990, donc juste avant la démocratisation d'Internet et l'accélération de la contraction du présent. Il y a en effet eu une fracture à ce moment-là, que l'on peut lire rétrospectivement. Une scission entre tous les espoirs suscités par cette révolution et ce qui s'est réellement passé. I think the potential of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. Backroom revient donc à l'instant où nous aurions pu avoir un autre futur, au dernier instant où tout semblait possible. Ces potentiels existent ici, interrompus et difformes. Les backrooms s'interprètent assez bien selon le concept d'anthologie défini par Mark Fisher. Elles sont à la fois hantées par le passé et par ces futurs virtuels restés à l'état de potentialité. I had a home once, a manor overlooking the sea. Upon the world was a vestige, crawling forward onto strangled ears. But when skies turned dark, the house was taken by the sea. A pillar truncated, cast down to the seabed with all the other forgotten things. But I remember. Fleeting shells sinking ever slowly, folding downwards into themselves, forever tearing along the seams of the sky, until nothing remains except the eternal ghost. And you ask yourself, could there ever be anything greater than this?
Fredric Jameson avançait qu'une des impasses de la culture postmoderne est notre incapacité à nous concentrer sur notre présent et à produire une forme, une représentation esthétique de notre vécu actuel. Je pense que les espaces liminaux et les backrooms sont ce qui s'en approche le plus, par ce rejet de la nostalgie des formes du passé, ce désaveu d'un éternel présent en stagnation et cette mélancolie à l'égard de nos futurs perdus. Et pourtant, elles sont déjà considérées par beaucoup comme désuètes, quand bien même le court-métrage de Kane Parsons qui les a popularisées ne date que de 2022. Parce que les backrooms ont été reprises, réinterprétées, étendues dans un lore ultra fourni, dupliquées, dérivées en jeux vidéo et bien évidemment en mèmes. C'est pas porteur ça. Tout ça en 4 ans. Les espaces liminaux sont de plus en plus tournés en dérision, parce que tout et n'importe quoi peut désormais être étiqueté liminal dès lors qu'on a entre les mains une photo d'un espace vaguement dépouillé. La forme se vide du fond, un peu comme ces esthétiques propres à Pinterest et Instagram. Le cottagecore, le witchcore, le dreamcore, le nostalgiacore, et j'en passe. Internet et la rapidité des échanges dans les espaces numériques donnent encore davantage raison à Jameson. Le présent s'est tellement intensifié que chaque tentative est immédiatement arrachée à sa substance et dépouillée pour devenir cette coquille vide qui caractérise la résurgence des formes passées. Kane Parsons, sur sa chaîne YouTube, est lui aussi déjà passé à autre chose. Et il a raison de le faire, de ne pas s'embourber lui-même dans le pastiche. Il s'essaye à d'autres formes, notamment à l'errance numérique de ces mondes en pixels déserts, vestiges de jeux anciens auxquels plus personne ne joue. Là aussi, il y a quelque chose de très anthologique. Parvenir à créer de nouvelles formes et esthétiques qui dureront et qui nous remettront sur une ligne du temps ne sera sans doute pas aisé. Mais déjà, il y a quelque chose à saisir dans le succès d'un film comme Backroom. Ce refus de la résignation, cet attrait pour l'omineux, le bizarre et les tentatives nouvelles. Le bizarre, par l'apparition de choses qui n'ont rien à faire là, est une confrontation avec le nouveau. Il brise les codes et le référentiel connu. C'est effrayant, mais attirant à la fois. Il y a du plaisir à voir que le familier et le conventionnel sont dépassés. L'omineux, quant à lui, nous offre à voir les espaces invisibles derrière la réalité banale. Et ce qui nous semblait ordinairement normal ne l'est plus. Une fois que l'on a accès à ces espaces, que l'on nous a pointé du doigt qu'il se trouve quelque chose là où il n'y a rien, l'omineux se décèle aussi dans le banal. Une fois sorti des backrooms et revenu à la réalité, on réalise non seulement qu'on ne peut jamais en sortir, mais surtout qu'on y a toujours été. Un jour, sans prévenir, sans que vous puissiez remonter à une cause précise, vous vous apercevrez soudain que les choses ne sont pas telles que vous le pensiez. Pour une raison ou une autre, vous ne serez plus la personne que vous aviez cru être jusque-là. Vous percevrez de lentes et subtiles modifications tout autour de vous et des changements encore plus importants en vous. Vous tenterez peut-être de griffonner dans un journal, sur une serviette en papier, voire dans les marges de ce livre. C'est alors que vous découvrirez que vous n'avez plus confiance dans ces murs mêmes que vous considériez comme allant de soi. Même les couloirs que vous avez empruntés une centaine de fois vous sembleront plus longs, beaucoup plus longs, et les ombres, toutes les ombres sans exception, vous paraîtront soudain plus profondes, bien plus profondes.